arpenter et analyser celle-ci avec des experts en la matière. Aujourd'hui, nous n'allons pas dérober à cette autre règle qui s'invite à la scène depuis un certain temps et vous l'aurez imaginé, il s'agit d'épiloguer sur la présidentielle d'octobre 2025. Après la première phase, nous sommes maintenant dans les tractations de qu'est-ce qui peut se passer entre l'église avec grand E pour certainement chercher à voir si ça peut jouer pour une présidentielle apaisée au Cameroun ou pas, quand on sait qu'il y a eu de nombreuses réunions tenues par les dirigeants de ces églises. Et aujourd'hui, il est donc question d'interroger la profondeur de ces regroupements pour la tenue de la présidentielle au Cameroun en octobre prochain. Parlant justement de cette présidentielle, il y a un candidat qui sort favori et qui reste justement au devant de la scène. Maintenant, il y a 11 autres qui sont également partants pour ce même siège. Et aujourd'hui, on va se poser donc la question, celle de savoir quel protagoniste ou alors quel challenger pour le président Paul Biya. Voilà donc les deux axes majeurs de votre émission de ce soir, le grand soir sur Info Télévision. Ils seront hommes politiques, ils seront membres de la société civile. Certains sont même justement hommes de l'église. Voilà en tout cas le gros du lot que nous avons pu convier pour la circonstance et essayer de parler avec eux, d'échanger pour avoir à la fin une remarquable conclusion pour ces deux thèmes que je viens tantôt de vous illustrer. Mesdames et messieurs, juste ce petit rideau et je commencerai par accueillir ceux qui sont avec moi dans ce plateau. Et qui est avec nous pour l'instant, pour cette émission Le Grand Soir. Il est un membre de la chapelle politique PCRN. Aujourd'hui, et comme d'habitude, il a répondu favorablement à notre invitation. Très cher Gilles, bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. C'est pour nous toujours un plaisir de venir partager avec le peuple camerounais tout ce qu'on peut avoir comme connaissance. Je vous dis bonjour, je dis bonjour à tous mes companélistes et bonjour à tous vos milliers de spectateurs. Merci à vous Gilles d'être là et rigueur et l'engagement de celui-là dans toute sa rigueur, ce sera bien sûr très difficile. Donc c'est ce que je peux dire. Samuel Eto'o, il est président de l'Africa Foot. Il est bon que les rôles soient bien repartis et bien reconnus. Merci à vous. À côté de vous, c'est un autre homme politique. Lui, on l'appelle la gâchette du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en ce qui concerne les échanges sur les plateaux de télévision. Il s'agit, et vous l'aurez certainement imaginé, de Simon Metengue. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. C'est pour moi un réel plaisir d'être des nôtres aujourd'hui sur ce illustre plateau que vous présidez. Alors, sans ne pas vous laisser partir, je voudrais dire, sans vous prendre comme cela a été prévu, mais je voudrais rester avec l'actualité dont a évoqué tout à l'heure avec moi Gilles, concernant Samuel Eto'o-Fils, qui est aujourd'hui celui dont toutes les balles sont adressées, à qui toutes les balles, vers qui toutes les balles sont louées. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Africa Foot? Pourquoi ce débat? Pourquoi cette guerre? Pour dire cela en des expressions simples. Il faut comprendre une chose. Le football au Cameroun est aussi un peu comme une religion. Et donc, de ce fait, tout ce qui peut tourner autour du football, à mon sens, est du genre à susciter des remous au sein de l'opinion. Ça, c'est cela. Donc, c'est la première des choses à noter. Il y a des problèmes dans toutes les fédérations du monde. La qualité d'une fédération, c'est sa capacité à pouvoir diligenter les problèmes qu'elle rencontre. Pas qu'il n'y aura pas de problèmes, il y aura toujours des problèmes, mais qui doivent être solutionnés pour le bon fonctionnement, pour le bon rayonnement du football. Vous savez que sous le renouveau, 42 ans, le Cameroun a tout gagné, pratiquement tout gagné. Vous savez que le Cameroun s'est hissé au toit de l'Afrique. C'est la première puissance footballistique d'Afrique depuis pratiquement les années 2020. Aucun pays d'Afrique n'a un palmarès que le Cameroun a. C'est cette fois, cette participation en Coupe du Monde, c'est un quart de finale de la Coupe du Monde, vice-champion, Coupe des Confédérations, 5 titres de champion d'Afrique, un titre de médaille olympique en 2000
et plusieurs autres titres. Donc, aucun pays n'a ce palmarès en Afrique sur les 54 pays. C'est normal que à chaque fois que quelque chose touche le football camerounais, qu'il y ait des remous. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, et je rappelle, je vais peut-être paraphraser le président de la République qui demandait aux responsables, aux gestionnaires du football camerounais, je crois que c'était en 2021, de se ressaisir. Parce que les Camerounais sont très regardants sur les questions du football. Donc il n'est donc pas question de sortir le football des stades, de sortir le football du cadre réservé pour l'amener dans des débats qui n'ont pas de sens. Donc nous encourageons le président d'Africa Foot et toutes les instances qui gèrent le football afin de se donner la main pour que notre football soit toujours rayonnant comme d'habitude. Merci. Avec nous, c'est, je voudrais même dire, la lumière de ce plateau, parce que elle, c'est une dame avec beaucoup d'intuition et même beaucoup d'expressions qui vont certainement vous émerveiller à la maison quand elle a accordé sa présence à notre plateau ce soir. Je me suis dit, ben tiens, ça va aller. Il s'agit là, mesdames et messieurs, de Elisabeth Ablavi. Bonsoir. Bonsoir, chef Angon. Vous allez bien? Oui, ça va. Comme d'habitude d'ailleurs. C'est visible, non? Oui, c'est même très visible. Merci. Palpable à la limite. Alors, Elisabeth, oui. On a une icône comme Samuel Eto'o-Fils. Si il était justement natif d'un autre pays, on allait dire Dieu, pourquoi ne nous a pas envoyé un Samuel Eto'o? Et pourtant nous l'avons au Cameroun, sauf que il ne fait pas le beau temps de tout le monde. Nul n'est prophète chez soi. Ah. Personne. C'est pas, c'est de notoriété publique. On ne l'invente pas. Nul n'a jamais été prophète chez soi. Donc, lorsque vous arrivez chez vous, c'est d'abord chez vous qu'on vous descend. C'est d'abord chez vous qu'on vous vilipende. C'est d'abord chez vous qu'on vous méprise. Donc, Eto'o récolte ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Donc, qu'il fasse de ça un paraclet, qu'il fasse de ça, qu'il s'habille en ça et puis qu'il avance. Et si c'était lui le problème? Je ne sais pas, parce que comme je ne connais pas les histoires du football, je ne pense pas que ce soit ça. Je voudrais tout simplement que toutes les instances se mettent en accord et qu'on le laisse travailler. Eto'o est une, je ne dirais pas une érudition, je peux le dire, hein, je peux m'avancer ainsi. Ça peut être une érudition du football quand on regarde son palmarès et qu'on le laisse travailler, qu'on lui donne quand même les moyens de travailler. On devrait plutôt l'encourager à travailler au lieu de lui mettre tout le temps les bâtons dans les roues. Merci infiniment. Je vous en prie. Alors, nous avons évoqué une actualité relative à l'Église. Vous le voyez, mesdames et messieurs, et vous le savez que ça ne devrait pas être autrement que d'avoir également avec nous un homme de l'Église sur ce plateau. Il s'agit du révérend pasteur Alain Gustave Mayopondi qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, comment se porte l'Église d'une manière générale au Cameroun? L'Église se porte merveilleusement bien. Parce que, comme je le dirais, l'Église connaît les mêmes secousses que le monde en connaît. Puisque l'Église, elle évolue en dents de scie. Elle atteint l'apogée, elle redescend. Mais tant qu'il y a des chrétiens fermes et fidèles, elle fonctionne merveilleusement. Merci d'avoir accepté notre invitation et avec tout le monde, en attendant avec espoir l'arrivée du docteur Faustin Etouké, nous allons commencer justement avec cette actualité relative à la présidentielle pour s'interroger sous la forme de l'Église, son rôle à jouer. Je commence avec vous, Gilles, vous avez certainement vent de ces concertations et même aussi de ces réunions qui se font ça et là au sujet de la présidentielle au Cameroun. Première lecture sur cette actualité quand on sait que l'élection présidentielle est un moment essentiel pour une nation comme le Cameroun, naturellement. Oui, merci Bruno. Ben, je voulais déjà dire que dans le programme, le projet déjà de société, le programme politique du président Kabalibi, l'Église est prise vraiment en considération dans l'un des chapitres, mais c'est vrai que nous parlons davantage de la mise, de la valorisation des cultures, de la tradition et même de l'Église. Mais il faut comprendre que l'Église, dans l'élément davantage
d'ecclésialité, pas beaucoup de religiosité, parce que la religiosité, ça appartient davantage, ça crée plutôt. Vous allez voir déjà dans les églises dites de Christ, il y en a moult. Mais quand il s'agit des éléments liés à l'ecclésialité, c'est davantage assembleur. Alors pour nous, il est question que l'Église est un organe fort qui a dans son essentiel l'apport de la paix, la construction de la paix, les éléments qui doivent unir le peuple. Donc, en ce qui nous concerne, l'Église a une grande place et nous ne pouvons pas dire que l'Église n'a pas une place fondamentale dans l'apport de la vérité, dans l'apport en matière de construction d'une nation véritable. Et vous allez voir qu'en fait, l'Église, pour un nouveau contrat social, comme il nous appartient avec la prochaine mandature de reconstruire, de reconstituer, le nouveau mandat social, l'Église aura une véritable place. Les personnes d'église, les pasteurs, les prêtres et autres éminences auront une place fondamentale dans la reconstruction du Cameroun. Donc, et directement, vous allez comprendre que nous ne mettons pas de côté les personnes qui sont, car uniquement dans les éléments de connaissance, dans l'ecclésialité, qui sont dans nos cultures. Sauf que là, Gilles, vous êtes en train de faire déjà la propagande de votre cahier de charge pour votre campagne électorale. J'ai posé une question centrale sur la forme, le fond, le comportement de l'Église aujourd'hui, avant demain. Justement, il est évident que si vous allez prendre comme campagne, comme propagande, mais non, dans ce livre, exactement, il est pratico-pratique. Ce que nous pouvons dire, c'est exactement ce qui devrait être. Il est pratico-pratique. Donc, étant pratico-pratique, comment est-ce que je vais faire pour ne pas citer ce document, même si on prend comme propagande? Merci, parce que vous faites comprendre que vous l'avez lu. Effectivement, c'est ça qui devrait être mis en place. Tout est dedans, c'est ce qui devrait être mis en place. L'Église a une partie fondamentale, comme nous préférons marteler. Et la seule chose qui pourrait nous gêner et qui nous gêne, c'est lorsque des personnes qui appartiennent à ces éléments forts liés à l'ecclésialité peuvent se prononcer et penser être des prophètes de choix et le faire de façon publique. Nous disons que ça, c'est la destruction véritable des fondamentaux de nos cultures, de l'Église africaine, parce que je vais aller très rapidement et très profondément. Si un collège de Mbombok, ce qui représente la spiritualité africaine dans sa profondeur, peut venir et dire qu'ils ont une révélation par rapport à XY, alors que il y a pendant ce temps, il y a d'autres qui sont contre, vous voyez qu'à ce niveau, il y a la déformation lié à l'église africaine, à l'ecclésialité. Et c'est la seule chose que nous pouvons condamner, parce que là, ça détruit en fait les éléments forts de nos cultures et des églises anciennes comme des églises nouvelles. Simon Metchengue, l'actualité saute à l'œil, tout le monde est au courant de ce qui se passe. D'ailleurs, il ne faut pas seulement être camerounais pour savoir que le Cameroun vibre au rythme de la présidentielle. L'église n'est pas en reste. Et on pose la question justement sur ces mouvements qui se font autour de la présidentielle avec justement ces hommes d'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour votre premier jet à ce sujet? Je voudrais dire que le Cameroun est un État laïque. Un État laïque veut dire que la République est au-dessus des églises. Donc on est d'abord citoyen avant d'appartenir à une église. C'est comme ça que les pères fondateurs de notre pays ont conçu même le pays. Et il y a une multitude d'églises, des associations religieuses, appelons-les comme ça, parce qu'en réalité, nous avons tous la liberté de choisir là où nous devons vivre notre foi. Moi, je suis chrétien catholique, donc évidemment, je vis ma foi dans l'église catholique. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont
des musulmans, qui des born again, qui des presbytériens et autres. Tout ce maillage religieux et culturel participe même à la puissance de l'État-nation que nous sommes en train de construire. Je suis davantage très flatté par le travail fait par la communauté musulmane. Parce que il ne vous a pas échappé qu'il y a, je crois, 2 jours aujourd'hui, c'était hier ou avant-hier, les musulmans se sont retrouvés au musée national pour un culte d'action, de grâce et de paix pour le Cameroun. C'est une très bonne chose parce que là, au-delà de la saine concurrence politique qui est en train de se mettre en place dans le cadre des présidentielles, l'Église, son rôle est d'appeler tout le monde à la paix et à au respect de la légalité républicaine. C'est de ça dont il est question. Nous pouvons regretter que certains membres de certaines églises sortent du champ religieux, du champ de la formation intégrale de l'homme, pour verser dans la propagande politicienne, parfois nocive et dangereuse, où vous voyez des gens qui, profanant même parfois les endroits sacrés de l'église, appellent le diable. D'autres sont devenus des hommes politiques en puissance. Non, et non, ce n'est pas cela. On n'attend pas ça des associations religieuses. Ils doivent sortir du champ politique parce que j'ai un problème. Moi, je suis journaliste. Mais je ne peux pas venir ici dire que je suis journaliste alors que je suis là pour un mouvement politique. Je dois dire que je viens là pour défendre la cause d'un parti politique. On ne peut pas dire que on est pasteur de l'église et être dans la logique de faire pratiquement l'apologie d'un courant politique, parfois dans des milieux sains. Et justement, nous devons en appeler le régulateur des associations religieuses à davantage respecter le cadre qui leur est réservé. C'est ça dont il est question. Beaucoup de pays aujourd'hui ont été affaires à ça à cause de ce type de démarche irresponsable. On n'attend pas des hommes en soutane d'être des apôtres des partis politiques. On attend d'eux d'être des formateurs intégral de l'homme, dans le sens moral. Ce sont les pères de la morale qui laissent des hommes politiques être dans le champ de présenter leur programme politique afin que justement le peuple souverain et maître de son destin choisisse qui doit présider à ses destinées sans aucune influence. Merci. Que les chapelles de l'église ne soient plus des moments de propagande politicienne. Au-delà de ça, normalement, si c'est le cas, les régulateurs de la communication politique doivent permettre à ce que ces mêmes endroits qu'il y ait du contradictoire. Parce que quand on voit par exemple dans une église, on voit un homme d'église être en train de pratiquement prêcher contre un courant politique, il faut bien que dans le contradictoire, qu'on permette à celui qui est là pour rétablir la vérité. En dehors de cela, donc, ils doivent continuer à prêcher la bonne évangile de Dieu et permettre à ce que l'homme politique fasse son travail. Je crois que c'est comme ça que ce pays a été bâti et il n'est pas question que certains veuillent aujourd'hui l'amener dans des dérives que nous ne connaissons pas. Ablavi, vous représentez la société civile. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tout le monde et forcément la société civile est impactée quand on parle de la religion ou alors de l'église d'une manière générale au sujet de la présidentielle. Vous avez écouté les 2 premières réactions sur ce plateau et vous savez comment l'actualité relative est vaste et bien étoffée. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre de vous aujourd'hui? C'est savoir, est-ce que vraiment l'Église peut nous rassurer d'une élection présidentielle apaisée au Cameroun? Oui. Au rythme... Il a parlé tout à l'heure de laïcité. Effectivement, nous sommes un pays laïque. L'Église joue un rôle. Je voudrais qu'on revienne d'abord à la définition de l'Église. À quoi sert même l'Église dans une société? L'Église joue un rôle complexe et multiforme dans la société. Elle peut être acteur social important, pourtant amenant l'influence sur le comportement et puis des valeurs et les institutions, tout en offrant des services sociaux et en promouvant la cohésion sociale.
Voilà le rôle de l'Église. Cependant, son influence peut aussi être une source de controverse. Comme nous l'avons actuellement, c'est une source de controverse, notamment en politique et pour des questions morales. Maintenant, l'Église, c'est quoi? C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement et de solidarité pour qu'on puisse évoluer dans ce qui est bien, dans la paix. L'Église est là pour apporter l'apaisement. L'Église n'est pas là pour aller promouvoir, je ne sais pas où, c'est quel diable, je ne sais pas. Comment on peut invoquer un diable dans une église? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. J'ai pris beaucoup de distance avec l'église à cause de ça. Ah bon? Oui. Personnellement, j'ai pris beaucoup de distance à cause de ça. Je vais être un peu longue sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai accepté votre invitation. Oui. Parce qu'on ne saurait voir des prêtres qui s'occupent. Il a tout dit, parce qu'il a tout résumé. Je n'ai même plus à reprendre. Vous parlez de qui? Il a tout dit. Simon? Oui. D'accord. Il a tout dit. Parce que aller quitter les églises pour aller revendiquer l'élection présidentielle d'un candidat ou un autre, ou alors de demander au président sortant de partir, d'aller au village, il est déjà assez vieux. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'église. C'est pas le rôle de l'église qui sème le trouble dans les esprits de ses fidèles. Parce que là, ils sont en train de faire, comme je dis, il a tout dit, de faire la propagande de je ne sais pas quel parti ou de je ne sais pas quel courant dans une église. L'église est là pour la paix. L'église doit apaiser les cœurs, rassembler le monde et nous donner la bonne parole. Cette bonne parole-là qui permet à ce que nos comportements dans la société soient exemplaires. C'est maintenant un prêtre qui se met donc en soutane et qui se met à dire oui, vraiment, il faut quitter, partir, ça ne vaut pas. Il sert à quoi? Moi, ça m'a fait vomir, sincèrement. Je le dis aujourd'hui en mon devoir. Alors que dans le listing du cahier de charges, à elle réservé parler de l'église, que vous veniez tout à l'heure d'illustrer, il y a quand même la controverse qui figure. Oui, mais justement, cette controverse ne doit pas aller dans le sens négatif. Cette controverse doit aller dans le sens positif du terme. L'église peut être controversée. Il y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de paradoxes dans la Bible, par exemple. On peut bien noter certains paradoxes qui ne vont pas avec nos convictions, personnellement. Mais maintenant, on est obligé de faire avec. Donc, c'est des controverses qu'on ne peut pas... L'église, c'est quoi? C'est un lieu où on ne fait que cultiver les dogmes de l'église, la doctrine. Donc, nous prenons cette doctrine qui nous permet maintenant de vivre dans la société. Donc, quand on lit plusieurs livres de l'église, on a Siracide, c'est pour nous éduquer. Mais maintenant, si l'Église quitte ou enlève son rôle d'éducateur, je pense qu'il y a problème. D'accord. Il y a un gros problème. Alors, révérend pasteur, ça commence un peu fort là. Révérend pasteur Alain, je rappelle que vous êtes co-modérateur des paroisses CPC, le paraclet des Foulani Yaoundé et Douala mis à part. Aujourd'hui, on parle d'une démarche irresponsable de certains hommes en soutane au pied de la présidentielle. Comment est-ce qu'on peut accepter cela? Votre voisine la plus proche a dit qu'il y a un temps, elle allait à l'église, mais après certaines sorties, elle a préféré rester désormais à la maison. Vous êtes en train de perdre certaines brebis là. Non, pardon. Je pense que c'est un problème de conviction personnelle d'abord. Et puis comme dans toutes les sociétés, toutes les organisations humaines, il y a des brebis galeuses partout. On ne saurait imputer les fautes des brebis galeuses à tout le monde. Même quand on est prélat, on peut aussi se permettre l'excuse de brebis galeuse. Être prélat n'est pas être saint. Encore moins être un être divin. On est humain avec tout ce que cela comporte. Parce que vous voulez m'amener à comprendre ou à croire que être prêtre ou pasteur, ça veut dire qu'on ne pêche plus. Vous êtes la lumière et le sel de la terre. Oui. C'est pourquoi nous devons le refléter par notre comportemental. Mais ayant hérité du péché du jardin d'Éden, nous dévions parfois. C'est l'excuse. C'est pas l'excuse. C'est pas l'excuse. Mais ce que moi je veux dire, c'est qu'au-delà de tout ça, nous sommes tous d'abord des créatures de Dieu. Et je pense que le premier gouvernement
a été théocratique. Et maintenant, la présidentielle, je pense que si l'Église n'avait pas son mot ou sa place, l'État ne ferait pas recours à l'Église. Mais nous pensons que pour ceux qui sont réellement chrétiens, engagés et vrais, ils ont leur rôle à jouer dans ce processus. Je peux dire que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État actuel, par exemple, a pris un prélat pour mettre à la tête de la CONAC. Ou alors, nous avons fait Monseigneur Befa Ateba, qui a été à la communication à une époque. Nous avons le pasteur Ndjami Wandi, qui a été secrétaire à la santé. Ça veut dire tout le monde que l'Église a son mot et un apport. Maintenant, nous nous attardons pas sur les déviances. Et pourtant, ces déviances-là peuvent être l'étincelle destructrice, oui. Oui, ça, je veux bien que c'est déviance. Maintenant, je pourrais rejoindre mon frère Simon en disant que comme prélat, ce qu'on doit éviter, c'est d'axer une prédication dans un sens politique. Parce que la théologie a pour but le salut de l'homme et de tout l'homme. C'est pas de lire et de faire des discours sur des textes et les diriger vers la politique. Moi, particulièrement, j'en fais pas parce que, par exemple, mon père, après qu'on a lu des indépendances, il a fait la prison. J'ai pas vu ce que la politique lui a apporté. Encore moi j'ai vu des membres de ma famille mourir à la file indienne. C'est pourquoi moi. Et puis quand on est pris là, on ne doit pas être partisan. On est neutre. Quand on fait déjà, quand on prend parti, on n'a plus le droit d'être prélat. Et c'est pourquoi, par exemple, chez nous, à l'église presbytérienne, quand vous engagez à faire politique, on vous donne la mise en disponibilité. Parce que vous ne saurez mélanger politique et église. Parce que, je prends un exemple bête, si moi, par exemple, je suis de l'UPC, dans mon temple, il y a combien de partisans du SDF, de l'UNDP et autres? Je prends quelle position? Et quand il faut faire prier pour eux, je me comporte comment? En ce moment précis, on prie pour qui? Pour soi ou bien pour... non, on prie pour le peuple de Dieu. On prie pour le peuple de Dieu. Oui, je restais sur votre exemple. Gilles, voilà, vous avez écouté les autres aussi pour cette partie relative au rôle de l'Église. Il semblerait effectivement que, en attendant votre plan d'action, s'il sera mis justement sur pied, ce que nous pouvons peut-être vous souhaiter, parce que nous aussi, nous sommes comme les prélats. Il le sera. Les bons prélats d'ailleurs. Alors, fin octobre. Nous on s'interroge sur ce comportement, ces différents comportements déviants. Simon le disait il y a quelques instants. Est-ce que véritablement c'est ça, c'est ce rôle-là qui est attribué à l'Église, quand on sait que ailleurs, ça fait fort, passez-moi l'expression, partant de l'Église? Jean Bruno. Oui. Je vais vous dire, vous savez pourquoi est-ce que les cabralistes assumistes comme nous sont détestés? Ce mot est nouveau. C'est parce qu'ils aiment être vrais. Je peux comprendre le révérend, parce qu'il appartient à un cercle religieux, mais il faut comprendre que les églises, il y a l'église, davantage on a parlé des chrétiens, mais il y a l'église traditionnelle. Alors, on va offusquer des personnes, des religieux qui ont dit quelque chose parce qu'ils veulent qu'on respecte un grand parti. En Afrique, 90 ans, c'est pas n'importe quoi. Alors, embrigader un 90 ans, moi je crois que cet homme d'église
C'est ça qu'il a voulu traduire. Mais tout ça, c'est une église, c'est des églises d'importation. Mais regardons un peu ce qui s'est passé avec l'église ancestrale. Nous avons vu, on ne va pas vous dire, et ça c'était à U et à Dia, c'est passé à plusieurs chaînes de télévision, y compris la télévision nationale, où nous payons chacun les impôts, qui bénéficient de nos impôts, où nous avons vu des chefs, des hauts chefs de l'église africaine y passer, donnant directement leur voix, disant, nous, c'est tel, le peuple désigne tel, alors que c'est un grossier mensonge. Nous en avons cité, vous avez vu comment est-ce que les responsables du Gondo sont passés, certains, je ne voudrais pas choquer, ceux qui sont restés convenables dans la véritable spiritualité africaine. Vous avez vu le Gondo, vous avez vu certains chefs Sawa, vous avez vu certains Mbombok. Mais c'est ça l'église africaine, c'est ça l'église qui est collée à nous. Ils ont offusqué l'église qui est en fait un héritage de la colonisation. Ok. Mais ce qui nous touche dans la plus grande profondeur de notre existence, ils pensent que c'est formidable qu'ils aillent et que ça passe aux télévisions et à eux et à Dia qui disent nous choisissons tel. Non, nous pensons qu'en fait, il vaut mieux qu'on soit très mesuré et que nous qui sommes là pour donner quelques informations, quelques éléments également de paix au peuple souverain, que nous puissions leur dire qu'en fait, nonobstant tout ce qui a été dit par ces responsables religieux, c'est vous, c'est toi, voyant la situation, ta situation à toi, peuple camerounais, toi, Camerounais, qui a, toi, ta carte d'électeur, c'est toi qui vas être responsable de ton lendemain. Alors, il est important pour toi de choisir celui qu'il te faut, celui qui peut te représenter véritablement, celui qui peut penser véritablement à ce que tu vas être demain. Parce qu'en fait, le Cameroun à 70%, c'est entre 15 et 35 ans. Ça, nous ne l'ignorons pas. Donc, il faut qu'il représente, qu'il choisisse effectivement celui qu'il faut. Les questions de religiosité, nous avons introduit par l'ecclésialité. Ça, c'est important. Mais tout ça, c'est des questions liées de religiosité. Ça, c'est, la religiosité est empreinte d'égoïsme. C'est pour ça que vous allez voir carrément, dans certaines églises, l'un vient, alors tu n'es pas de ma communauté, alors oust. Mais tant qu'il s'agit de l'ecclésialité, comme mon compagnoniste a cité récemment l'action de la communauté musulmane, prions pour la paix. Prions pour que Dieu nous donne celui qu'il faut. Si on s'arrêtait à ce niveau, le débat serait terminé. Mais comme il y a aussi à présent notre très cher docteur Faustin Etouké qui nous a rejoint, il doit dire un mot à propos. On parle de l'égoïsme. Le mot est revenu à plusieurs reprises par ceux qui sont autour de nous. Mais quand on vous accueille, la question reste posée. Le rôle de l'église avec grand E au Cameroun, est-ce que c'est pour une présidentielle apaisée? Quand on a déjà toutes ces informations, tous ces regroupements et tout ce qui se dit, même au sein de certaines chapelles religieuses. Merci Jean-Bruno. Je réponds par l'affirmative avant de saluer les copanélistes, les nombreux téléspectateurs, l'équipe technique et bien sûr avec parfait Zambo à la réalisation. Je réponds par l'affirmative. Pour plusieurs raisons. Je vais en prendre une. L'église avec E majuscule ou les églises avec E minuscule sont des éléments qui participent de ce que j'appelle la supratribalité. C'est-à-dire des institutions qui essayent de s'élever au-dessus de ce qui fait véritablement la sociologie des habitants du Cameroun.
chacun appartient à une tribu. Je ne dis pas ethnie, je dis bien tribu. C'est-à-dire des gens qui parlent la même langue et qui se reconnaissent dans une institution commune. Le Cameroun est une création récente, un peu artificielle. Et ce Cameroun ne peut marcher que si on s'efforce de promouvoir des institutions qui s'élèvent, qui échappent au repli tribal. Et je crois que les églises sont dans un cadre d'apaisement où des gens peuvent se retrouver et échanger, que ce soit en temps électoral ou pas, traversant les clivages tribaux. Pour dans le cas du Cameroun, le rôle de l'Église pour une présidentielle 2025 apaisée. Il va de soi que même si certains prélats ont un peu dérapé, vous savez, je suis un ancien catéchumène, le vin de messe, il est très sucré, il est très bon. Et il a la vertu de, si vous abusez un peu de commencer à vous faire voir des ballons roses. Donc il y a certains qui ont dû en prendre. Exagérer un peu. Non, ils en prennent normalement. C'est le vin de messe. Ça veut dire, si nous les anciens catéchumènes, on pouvait piquer un peu ça, vous comprenez que les officiants eux-mêmes, déjà ils en boivent publiquement devant les ouailles. Donc maintenant en aparté... On ne Vous sait pas ce savez qui se passe là-bas. l'eau n'est pas très potable au Cameroun. Comme à l'époque, quand moi j'étais jeune, on buvait l'eau du robinet. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. Donc, ces aînés, ils doivent boire un peu plus le vin de messe que l'eau. Et donc, parfois, ils peuvent déraper un peu. Donc, quand vous voyez par exemple quelqu'un qui dit qu'il faut n'importe qui au Cameroun, même le diable et tout, bon, il a perdu un peu les pédales. La raison. Il est excusable. Alors, l'Église, avec eux, elle ne peut que participer de la paix. Même si on rentre dans un passé lointain, pour comprendre le Cameroun, que nous le voulions ou pas, comme c'est un pays relativement récent, et créé de toutes pièces par des gens qui avaient quand même une expérience existentielle un peu plus prononcée que la nôtre, je vais dire plus prononcée que celle des tribus et par ceux qu'on a obligés à vivre ensemble, dans ce qu'on appelle République. Quand il y a eu des réformes profondes en Europe, pour ne pas dire en France, l'Église était un acteur majeur, prépondérant. Et l'Église travaillait pour la paix. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne que la paix, là, c'est un ordre qui doit être relativement stable. Donc pour le cas du Cameroun, je vois difficilement les églises consacrées, celles qui sont connues, je veux dire celles qui jouent d'un décret. Vous savez que tonton Atangandi a commencé à essayer de mettre un peu du ménage là-dedans, mais nous avons des confessions au Cameroun qui existent légalement et dont légitimement, qui ont un décret et tout, au rang desquels, si vous voulez, l'EPC, que je serais tenté de saluer en tant qu'universitaire parce que l'université au Cameroun commence avec l'EPC. Il faut le savoir. L'actuelle faculté théologique protestante de Yaoundé, elle a existé avant que le président Idio crée l'université de Yaoundé par décret. Bon, parfois les premiers deviennent les derniers. Mais l'Église a toujours participé, en tout cas le monde moderne occidental qui ouvre un peu le chemin des institutions modernes. Bon, certains vont peut-être être pas très d'accord quand on dit ça, mais les faits sont là. Donc, dans cet environnement-là, l'Église a toujours joué un rôle prépondérant. Ceux qui connaissent un peu l'histoire savent qu'il y a un certain abbé Emmanuel Sieyès qui a littéralement fait idéologiquement la Révolution française. Il y a eu des soubresauts, il y a eu après un peu de sang qui a coulé, ou beaucoup de sang qui a coulé. C'était pas ça la perspective, c'est parce que le roi a voulu tricher, il a voulu. Sinon, c'était une révolution pacifique où on modifiait profondément l'ordre français. Et l'Église était au premier plan. Donc, vous allez prendre d'autres régions du monde. Il est même très difficile en fait qu'il y ait un apaisement durable ou une modification de l'ordre durable profond
si les hommes d'église, du moins les vraies églises, ne sont pas impliqués. Alors, pour le cas du Cameroun, nous avons des hommes de Dieu de différentes confessions qui prient, et juste le fait de prier, de parler et de se mettre un peu au-dessus des replis identitaires, etc., ça participe de la pacification. Maintenant, il y a des éléments qu'on pourra peut-être indexer dans un autre développement, oui, où ça peut coincer. Mais de manière générale, l'apaisement ne peut d'abord principalement venir que des églises. Parce que vous savez, les églises sont plus implantées que les partis politiques. Ça, c'est vrai. Simon Metengue, vous avez suivi un peu tout à l'heure Gilles, qui s'est offusqué aussi. Oui, il dit, on peut accepter que, et comme le disait le docteur tout à l'heure, docteur Faustin, que peut-être il semblerait que le prélat en question aurait pris un peu plus que d'habitude le liquide défendu. Mais lui, il a évoqué cette autre partition jouée par un certain groupe de personnes qui peuvent aussi rentrer dans le même cadre. Mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème, ou alors ce qui fait débat aujourd'hui, penser qu'on peut appartenir seulement à un parti politique et promouvoir celui-ci, même au devant de sa chapelle, et puis ça passe comme ça, ailleurs on applaudit, mais quand c'est chez le voisin, on appelle les sapeurs-pompiers. Non, il faut comprendre une chose. Je suis catholique et c'est mes convictions religieuses. Naturellement. Justement, dans un État laïque, nous avons le devoir de respecter les convictions religieuses de chacun. Je ne veux pas penser que certains prêtres sont des soulards. Non, je ne pense pas cela. Les prêtres sont ceux-là que Jésus a choisis pour conduire son peuple vers le bon sentier, vers le salut. Même celui qui appelle le diable à maintenant, donc, et là je souscris à ce que je souscris à ce que le pasteur a dit. Il y a des brebis égarées. Oui, il y a des brebis galées, il y a des brebis égarées. Ce que je pense, c'est que la Sainte Église catholique, pour le cas doit les rappeler à l'ordre. Un berger égaré. Doit les rappeler à l'ordre, parce que justement, dans la Bible... Et le docteur Faustin fait bien de poser la question à côté. Peut-être vous n'avez pas bien cerné. Il fallait plutôt parler d'un berger égaré. Et maintenant, quand le berger est égaré... Vous savez, l'église chez les catholiques veut dire les brebis galeuses. Oui, brebis galeuses ou brebis égarées. Parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut bien suivre ce que... Il est d'abord berger. Non, le berger ici... Et on doit le suivre. Non, le berger ici, c'est Jésus. Ils sont juste des gens qui viennent aider Jésus. Selon l'ordre de Melchisédek. Non, moi je parle ils sont là pour nous. Moi je parle de notre église catholique. C'est là que je pense que, comme l'église veut dire famille de Dieu, que quand votre frère est égaré, il faut le ramener à l'ordre. Je crois qu'il est donc du ressort de l'église catholique de ramener cela à l'ordre. C'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas d'accord avec... avec Gilles du PCRN, et d'ailleurs vous savez que le candidat Kabalibi, qui était d'abord candidat de l'univers, a commis une bourde comme ça à la présidentielle 2018. Il a oublié que dans ce pays, nous avons le devoir de respecter les croyances de chacun. Et il s'est amusé à dire que il y avait une nuisance sonore de nos mosquées musulmanes. Oh non, parce que personne ne pourrait, lui, il a le choix d'églises presbytériennes ou de nouvelles églises. C'est connu. Et toutes ces églises-là participent justement à la formation intégrale du citoyen que nous sommes. Mais vouloir nier cela aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger un pays si vous ne pouvez pas d'abord respecter je préfère rester très élégant, mais à condition de prendre la parole après pour corriger. Parce que là, c'est un détournement du peuple. Gilles, vous n'avez pas commencé. Oui, mais je dis, je préfère rester élégant, sachant que je vais répondre. On suit la logique et l'ordonnance de la fédération. Ça, je le connais de toi. Si le PCN était au pouvoir, ce serait la dictature. Parce qu'en réalité, moi je vous ai bien suivi. Je vous ai suivi et j'ai pris des notes pour dire que c'est des faits. En tant que journaliste, il y a même je crois la commission qui gère l'islam au Cameroun est sortie le lendemain avec une note pour dire que c'est très grave. C'est connu de tous, il ne peut pas le nier. C'est pour dire que vous voulez diriger un pays, commencez par respecter les citoyens et leurs croyances.
Vous ne venez pas leur imposer des choses. Nous sommes tous, moi je suis étonné, j'ai des rites et tout que je respecte, qui sont mes rites. Vous ne pouvez pas venir me dire que non, il y a ceci, ainsi de suite. C'est ça la beauté de la laïcité. C'est que l'État est au-dessus des religions et traditions. Il y a des religions traditionnelles, il y a des animistes au Cameroun. Il y a des animistes au Cameroun. Et il y a des religieux, il y a des musulmans, des chrétiens. Vous allez vous rendre compte que l'une des choses, des plus grandes choses qui font de Paul Biya un esthète de la paix, c'est qu'il gouverne un pays pendant 43 ans qui a deux grandes religions. Le christianisme d'un côté et l'islam de l'autre côté. Il n'y a jamais eu une confrontation religieuse au Cameroun. C'est très rare. Dans le monde, vous savez que la plupart des guerres ont été créées par des confrontations de grands groupes religieux. Ça, c'est connu. Vous entendez souvent en Afrique, on dit non, musulmans, sud chrétiens, ça va dans tous les sens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais jamais au Cameroun. Je vous dis hier, c'était hier, jeudi. Oui, hier, jeudi, il y avait un culte œcuménique. Je veux dire interreligieux, ça va mais au-delà de l'écuménisme, parce que l'écuménisme peut-être entre chrétiens. Interreligieux. Il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, ils parlaient de la paix. C'est notre pays à nous tous. C'est de ça dont il est question. Donc aujourd'hui, quelqu'un avait dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. Et ils viennent pour abolir, pour détruire tout. Ils vous disent que oui, ils vous disent que non. C'est des églises étrangères. Il a dit que c'est des églises étrangères. Et qu'en réalité, on n'a plus besoin de ça. Sauf que l'islam, le christianisme, ont pour souche ceux qui font égyptologie et autres vont vous dire qu'on pour souche l'Afrique. C'est pour ça qu'on parle d'église universelle. Je ne sais pas, le pasteur pourra me démentir. On parle de l'église universelle, donc au-delà des nations. C'est de ça dont il est question. Et donc, nous pensons que, soyons réalistes, nos églises ont toujours bien fonctionné. Ils ont toujours su, quand les hommes politiques veulent s'égarer, dire non. N'oubliez pas que ceci, c'est la tombe où dorment nos pères, le jardin que nous ayons cultivé. Retrouvons-nous. Quand il y a eu Boko Haram, vous avez très bien vu que des cultes interreligieux sont faits. Parce qu'en réalité, ils ont créé des collectes, ainsi de suite. Vous avez bien vu que quand des gens ont cru bon de croire qu'ils pouvaient partitionner une partie du nord et du sud-ouest, qu'est-ce qui s'est passé? Les religieux ont prié pendant que les soldats étaient en train et pendant que les hommes politiques étaient en train de s'organiser. C'est de ça dont il est question. Merci. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est question de rappeler les brebis égarées à l'ordre et de permettre que les Camerounais aient aujourd'hui le choix de faire, c'est-à-dire que le soin de faire le choix, un choix objectif. Merci. De ce qui est fait. Et pour nous, parce qu'il parle de ceci, pour nous, depuis 43 ans, Paul Biya a montré aux Camerounais trois choses. Un État démocratique. Démocratique où il peut avoir la pluralité des pensées politiques. Deux, la liberté d'entreprendre. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le PDG M20, il n'est pas DG de la CATV. Il est DG d'une grosse chaîne de télévision qui emploie beaucoup. Trois, le respect de la culture africaine. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir, nous devons mettre tous ces trois enjeux. Et c'est ce que nous continuons à promouvoir pour que, dans la dizaine d'années qui arrivent, que le Cameroun, qui est aujourd'hui un État à revenu intermédiaire, soit un État nouveau pays industrialisé. Et ça va se faire. Oui, nous le souhaitons vivement. Avant de faire le dernier tour de table, naturellement avec Ablavi et le révérend pasteur, quelques réactions, je dis bien quelques réactions parce que il y a une multitude de messages à nous envoyer par les téléspectateurs. Bonsoir Bruno, la politique et la religion sont des causes de dissension et de conflit. La prière est un complément et non une base à prôner la paix dans des moments où les valeurs morales et spirituelles sont désacralisé par des caciques pyromanes dans un caractère boulimique, mythomane, à banaliser la vie humaine. On peut imaginer Masok Thomas. Merci et bonsoir à vous, très cher Masok. Le caractère reste identique. Bonsoir à vous sur le plateau. Quand un courant religieux roule pour le régime, il est accepté par vos panélistes, mais celui qui va à l'encontre au vu des difficultés que viennent leur soumettre leurs ouailles, cette église devient mauvaise tout de suite. Arrêtons l'église
a une responsabilité sociale et doit prendre parti quand leurs oreilles souffrent. C'est Séverin d'Obili qui nous écrit ce soir. Merci pour votre participation, Séverin. Bonsoir à vous sur le plateau. Dites à monsieur du RDPC qu'on ne peut pas amener les hommes au ciel comme si la terre n'existait pas. Même dans l'église, on fait de la politique car on ne peut pas gérer les hommes, même dans leur foi sur la politique. Et sans la politique, faire penser que l'Église est en dehors du monde serait faire preuve de beaucoup de naïveté. Historiquement, vous savez que les guerres les plus longues et les plus cruelles aussi ont été religieuses. Là où il y a Dieu, il y a aussi le diable. On ne peut pas parler de Dieu en occultant le diable. C'est un dualisme qui sera. Il y a aucun prélat digne de ce nom qui peut rester insensible aux souffrances de ses ouailles. Le pape Jean-Paul II a été l'instigateur de la cheville ouvrière de la libération du peuple polonais du joug soviétique. Il n'y a que sous les tropiques qu'on pense que l'Église est hors du monde et de la société. C'est sous Frika de Douala qui a envoyé ce long message. On a quand même lu ce dernier. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, je pense que le prêtre et pasteur sont des mieux placés pour certaines choses. Vous savez combien de personnes partent se confier aux hommes de Dieu chaque jour. La question reste posée. Ceux qui n'ont pas d'emploi, la pauvreté extrême, ceux qui subissent des injustices chaque jour, si jamais ils portent plainte, ça ne va pas aboutir à rien. Ça ne va aboutir à rien. Voilà pourquoi les gens partent ouvrir leur cœur aux hommes de Dieu. Donc, moi, la question à se poser, c'est qui, la question à se poser, c'est ce qui les pousse ou motive certains hommes de Dieu à faire de telles déclarations. C'est Yannick Dodja qui s'interroge même à la limite. Merci pour la thématique. Les hommes de Dieu sont d'abord des citoyens à part entière. Ils peuvent aussi être présidents d'une nation. C'est juste que le monde a pris un mauvais exemple pensant que nous devons être dans une secte pour faire la politique. Dans la Bible, nous avons des grandes personnalités de Dieu qui étaient des chefs d'État. Merci, vous n'avez malheureusement pas signé votre message. Bonsoir Monsieur Fangonom, ainsi qu'à vos téléspectateurs, votre panel aussi. L'Église en général fait de la politique et l'Église s'occupe du social. Donc c'est normal qu'il s'inquiète pour ses fidèles. Donc ce que la dame dit n'a pas de sens. Vraiment, si elle s'est éloignée de l'Église, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment la foi, parce que la foi est d'abord personnelle. Madame, au Vatican, on fait de la politique vu que c'est un État. Il y a aucun État dans le monde qui fait de la politique comme le Vatican. Les élections précédentes nous en parlent. L'Église fait du social et de la politique. C'est vrai que le langage du prêtre de Yagua était bizarre, mais il faut comprendre le fond de sa pensée, Sengono Tchala, depuis Akak. Merci. On peut d'abord arrêter la lecture des messages à ce niveau parce que le temps nous est imparti. Je veux d'abord donner la parole à Blavi. Vous avez suivi. Même aussi les réactions des téléspectateurs en disent davantage. L'Église est là et peut, je dirais même, doit jouer son rôle pour équilibrer la société, mais aussi faire de la politique. Votre voisin, le révérend pasteur, a pris l'exemple. Je ne sais pas, peut-être ça peut être cela la réalité, que quand il prie, il ne peut peut-être pas faire la différence, mais il sait au fond de lui qu'il est de l'UPC, alors que ses oreilles peuvent être du SDF, du RDPC et autres. Mais le travail à lui assigné doit rester le même. Je pense que c'est la logique que vous avez évacuée à votre première prise de parole. L'Église est un... Les hommes d'Église, c'est des objecteurs de conscience. Les hommes d'Église sont là pour nous conduire à la sainteté. Ils ne sont pas là pour rentrer dans tel parti ou dans tel autre parti. Ils ne sont pas là pour me dire que va voter tel. Je dois avoir la liberté. Je dois avoir le choix de voter tel ou de voter l'autre. Parce que là, nous sommes dans la religion, l'Église et la politique. Donc, ne me dis pas que là, maintenant, il faut qu'on enlève... Oui, mais quand... Je ne sais pas, par rapport à l'auditeur, au téléspectateur,
qui intervenait tout à l'heure pour dire que non, non, j'observe une circonspection. Je suis tout simplement circonspecte. Quand c'est comme ça, je garde mes distances. Je vais à l'église, moi je suis une chrétienne, je suis nourrie d'une foi chrétienne qui n'a même pas de... Je ne sais même pas si on peut compter ça. Ça ne peut pas se compter. Donc, mais l'église d'abord, c'est une force spirituelle. L'église est une force spirituelle. Donc, il doit tenir des gens. Et qui tient les gens? Parce que quelqu'un parlait tout à l'heure d'aller faire des confessions. On va faire des confessions, allez, on va dire des abominations. Moi, je ne me confesse pas, hein, parce que je sais très bien ce que c'est que l'église. Je sais très bien, parfaitement ce que c'est que l'église. C'est pas que votre confession... Je ne me confesse pas. Soit le culte du dimanche. Parce que je sais ce que c'est que l'église. Je sais ce que c'est que la spiritualité. Là, il parlait de spiritualité. Je sais ce que c'est que la spiritualité. Moi, je suis d'obédience, parce que là, je ne pratique pas, mais je suis d'obédience catholique, pratiquante. Et aussi, parce que j'ai deux cultures, et aussi vauduisante. Donc, je suis du vaudou, du Togo. Donc, lorsque nous entrons dans le vaudou du Togo, on ne parle pas d'autre chose. On parle de la spiritualité. Que d'autres prennent comme si c'était je ne sais pas quoi. Non. C'est aussi des formes d'église. C'est des formes de spiritualité. Or, là, maintenant, quand on parle, on va à l'église, que quelqu'un te dise qu'il vaudrait mieux que ce soit le diable qui vienne nous dire quelque chose. Un prêtre sortant de la bouche d'un prélat, est-ce que vous trouvez que c'est digne? C'est pas digne, c'est ubuesque. Donc si maintenant une église qui influence, son influence doit être positive et constructive et non faite pour détruire. Quand on détruit, ce n'est plus Dieu. Dieu n'est plus là. Donc lorsque on met des gens, on met nos esprits, parce que c'est nos esprits que nous allons mettre entre les mains des prêtres. Nous allons poser nos têtes, nos vies. On va raconter tout. Moi, la dernière fois que moi j'ai raconté, quand j'avais des problèmes, j'ai raconté à... Mais aujourd'hui, je me dis, je devais le faire, bon, parce que ça a été fait. Mais je ne le ferai plus jamais. Pourquoi? Parce que je peux moi-même résorber mes problèmes. Oui, quand vous avez une haute spiritualité, vous pouvez résorber vos problèmes. Vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour venir vous dire voici, voici. Mais là maintenant, ils sont là pour nous guider dans notre spiritualité, dans notre façon de réfléchir, dans notre façon, dans notre agir. Mais maintenant, quand tu viens de me dire que, voilà, il doit aller dormir, il prend sa soutane, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'exaspère un peu. D'accord. Donc dans son ensemble, c'est le royaume de Dieu sur terre. L'église, c'est le royaume de Dieu sur terre. Donc lorsque nous allons à l'église, on sait qu'on va déjà chez Dieu. Bonsoir à vous sur le plateau. L'Église va continuer à jouer son rôle d'apaisement dans l'espace qui lui sera accordé. Elle ne va ni s'imposer, ni se substituer à l'État. C'est Jeannette Ngor et Longang qui envoie cette réaction. On sort pour votre dernière réaction à ce sujet, révérend pasteur. L'Église pour les ouailles, la politique pour les politiciens et la prière pour tout le monde. C'est compliqué. Mais très facile. Parce que comme je l'ai dit à l'entame, Dieu est au-dessus de tout. Maintenant, comment gérer l'église et la politique? Parce que j'ai un peu peur de taquiner mon frère Jules qui parlait soit de l'église ancestrale ou quoi. Parce que si nous entrons dans les méandres des églises et des églisettes, on va se perdre. Effectivement. Parce que les Bamboudans veulent faire l'apologie. Je suis Bassa. Je sais comment ça se passe. Et je sais combien de choses le Mbok a détruit. Mais je dis, nous sommes pour une église sociale et pacifique. Parce que même le Christ a été sociable. C'est pourquoi il a guéri, il a nourri, il a enseigné. Et c'est ce que l'Église après lui fait. Donc l'Église ne saurait inciter les gens à une révolte ou à des involtures. Je pense que tout est dit. Vous voulez ajouter, vous voulez coller un mot? Oui, un mot et demi. Deux mots une fois. Deux mots une fois, mais en une minute, une seule. Oui, merci pour les 60 secondes. On nous a prêté
par la force, c'est vrai, ce qu'on appelle la République. Une institution très développée. Dans les sociétés primitives, le chef politique était aussi le chef religieux. Donc, ce qu'on appelle l'Église a toujours été intimement associé au pouvoir politique. Vous prenez par exemple le sultanat Bamoun. Tiens, on appelle ça sultanat Bamoun. C'est une entité. Vous prenez les Lamidas du Nord Cameroun, c'est le chef politique et puis c'est aussi le commandeur des croyants. C'est le développement des sociétés qui fait en sorte que on finisse par comprendre qu'il y a des fonctions qui doivent être séparées dans le temps, dans l'espace et par diverses personnes. Aujourd'hui, je serais un peu embarrassé si, faisant une pathologie, je vais à l'hôpital et le médecin, avant de me consulter, me demande qui je vais voter. Donc, en termes de religiosité ou spiritualité, ce serait assez bizarre que la fonction religieuse ou spirituelle décide de s'ingérer. S'ingérer, bon oui, le terme est un peu violent, mais s'ingérer dans les choses qui ont trait à la politique. Donc, mais au départ, dans les sociétés primitives, le chef politique, c'est aussi le chef religieux. D'accord. Bon, quand ça se développe, les fonctions se séparent. Donc, le religieux existe. Il est là en temps de paix, même en temps de guerre. Vraiment, ça fait quelque chose régulièrement. Bon, si les élections arrivent, on peut attendre de ces gens qu'ils canalisent les énergies vers la paix. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on voie au sein d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, des gens qui commencent à se regarder en chien de faïence parce qu'on sait que tel est de tel ou tel autre bord. Le religieux doit contribuer à résorber ces tensions sans orienter, sans les accentuer. Merci. Maintenant, un dernier tout petit mot. Les gens qui ont tendance à... Deuxième et demi. Les gens qui ont tendance à parler de spiritualité importée ou de spiritualité endogène. Bon, l'ignorance c'est une chose, la mauvaise foi c'est une autre. Mais je crois qu'ils sont plus excusables parce que doit probablement être l'ignorance. L'être humain est un être en perpétuel renouvellement. Par notre nature biologique matérielle, nous ne sommes pas différents des animaux. Mais il y a quelque chose d'autre qui n'est pas matériel. On semble tendre vers Dieu. Donc on se régénère, on se métamorphose. Et si quelqu'un vous dit qu'il attend de son passé des racines, il faut avoir peur d'un tel homme. C'est presque un animal. Donc les gens qui invoquent les cultes ancestraux, là, je crois qu'ils n'ont rien compris. Mais c'est l'ignorance, ils sont excusables, on peut les excuser. Merci. Bonsoir à tout le panel. Que le RDPC laisse les gens, que la dame sur le plateau nous explique ce qu'est le rôle des chefs traditionnels et qu'est-ce qu'ils font au palais. Qu'elle nous explique aussi si ces chefs ont un autre différent des prêtres et pasteurs. Quand ça vous arrange, c'est bon. Si le peuple est mal en point, l'église va seulement parler. C'est Armand de Limbé. Gilles, vous avez 30 secondes. Vraiment 30 secondes. Hein. Oui. Pour dire qu'en fait, nous n'allons pas répondre rapidement sur une question, surtout quand quelqu'un dit des choses et se reprécise qu'il est journaliste. Un journaliste, c'est quelqu'un qui lit, qui suit les autres informations. Pour sortir ce qu'il a sorti de sa bouche, je préfère ne même pas y répondre. Mais je vais dire une chose. Ce qui a été fort comme développé, parce que quel que soit l'islam, que ce soit le catholicisme dont il fait partie, mais le gouvernement 43 l'a trouvé. Mais par contre, ce qu'il a développé comme église, c'est les sextapes. D'accord? C'est l'église de l'homosexualité, c'est l'église d'opération canapé pour avoir l'emploi, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me dire, vous du RDPC, depuis 43 ans, où est-ce que dans quelle administration on peut avoir l'emploi sans avoir des conditions fortes sur le sextape? Vous avez la preuve de ce que vous dites aussi. Nous avons l'extrême preuve jusqu'aux images. Mais tous les recrutements qui ont été faits. Nous n'avons pas du tout plein et après. Vous avez comme l'obligation de... Il y a beaucoup. Mais mon cher Bruno, ça se dit même à la télé, c'est passé à la télé. Qui ignore quoi? Non, parce que cette télé est encore très jeune. Ça se...
Mais c'est gravissime. Voilà en fait ce qui a été développé. Alors, maintenant, tout à l'heure vous avez parlé de propagande quand nous voulions citer des passages du document qui est le programme clair de ce que Cabral Libye et tout son gouvernement implémenteront. Vous avez listé la propagande. Mais par contre, lorsque je prends pour le fédéralisme communautaire, lorsque je prends ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès, vous allez y voir de façon claire la place qui est donnée à l'Église. Mais prenons pour le libéralisme, c'est quoi là? Le libéralisme, etc. Mais c'est pas mentionné dedans. Parce qu'il y a une fâche cachée de cette mauvaise Église. Mais attendez, à quel moment il y a eu davantage, il y a eu la grande publicité aux antennes de tous ces fléaux sexuels? C'est devenu une église, c'est devenu des formes de méditation. C'était quand? Mais c'est le passage de 43. Bon, mais heureusement que le peuple est témoin et que personne ne peut se cacher. On vous a vu, on a vu, et c'est le moment de la rupture. Merci. Bonsoir le plateau, la dame a tout à fait raison, la majorité des prélats se limite à interpeller les citoyens au vote en toute conscience. Seules quelques brebis galeuses, comme vous avez cité, parmi lesquelles les leaders religieux vont jusqu'à vouloir orienter le vote. C'est Zambo de Yaoundé. Je vous vois souffrir de réagir, mais je pense que ça sera avec une limite accentuée sur 10 secondes. Oui, bien sûr. Moi, je voulais juste dire que votre leader, Cabral Libye, est un fonctionnaire. Je crois qu'il a travaillé à... Il a travaillé à quoi? Je crois à Radio Campus. Est-ce que c'était Opération Canapé aussi? La question reste posée. C'est pour cela qu'on dit non, ce ne l'était pas. Ce ne l'était pas. Et c'est pour ça qu'on dit, quand vous mentez, les Camerounais, vous les regardez, vous mentez, vous dites que Cabral Libye, c'est l'opération Canapé. Je ne veux pas que vous racontiez n'importe quoi. Attendez. Je dis que, je dis et je répète, et ce peuple est témoin de tout ce qui se passe. Tout ce qu'on dit à la télé, avec les opérations Canapé, combien de dames sont venues dire des choses à la télé? Il y a une émission fantastique qui passe de 10h à 12h dans une des chaînes de télévision dans ce pays. Mais allez entendre des dames. Ce sont ces 10 secondes. Mais des dames qui pleurent. Mais oui, parce qu'il veut toucher là où il ne faut pas. Il dit n'importe quoi. Et il s'est présenté comme journaliste. Nous n'allons pas permettre. Permettez quand même qu'il... Nous n'allons pas permettre qu'ils disent, qu'ils trompent encore ce peuple. Permettez qu'il a soif de la rupture. Nous avons un autre sujet. Le peuple a soif de la rupture. S'il va là-bas, nous irons là-bas. Le peuple a soif de la rupture. Ils ne vont pas continuer à tromper le peuple. Monsieur Fangot, c'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il a forcément raison. Dire ah, mais vous avez peut-être raison, madame. Oui. Moi, je voudrais dire que, et vous voyez sur ce plateau, c'est-à-dire que, est-ce que M. Cabral Libye n'est pas agent de l'État? Est-ce qu'il n'a pas travaillé à Radio Campus? Vous avez dit à Mondo Vision ici que les gens sont recrutés par Opération Canapé. Moi, je pose donc pourquoi vous mentez? Ah, vous mentez. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge dit des choses qu'on ne peut pas prouver. Moi, je dis une chose, c'est quoi? C'est que je suis respectueux du peuple camerounais. Donc, vous dites plus n'importe quoi. Alors, je dis donc ceci. Je dis donc ceci. Non, je dis ceci. J'aurais permis que... Je pense que... Ne dites plus n'importe quoi. Je donne juste un certain nombre d'éléments qui sont clairs. Moi, je suis pas venu pour la querelle. La campagne, ce n'est pas le mensonge. La querelle. Mais si c'est le mensonge, il y a plusieurs. Le peuple vous voit. On a insufflé que ne laissez pas M. parler parce qu'il va vous humilier sur le plateau. C'est pour ça que vous voyez, je vois, ça va. Alors, ça se dit, permettez aux autres de réagir. Pardon. Permettez aux autres de réagir. Je réponds à lui, s'il y va. On y va seul. Le révérend pasteur il a pris 5 secondes. Moi, je vais juste finir avec les autres 5 secondes, c'est pas grave. Je voulais dire que nous avons aujourd'hui, comme hier, les Camerounais, parce que certains l'insultent, ils disent que les Camerounais sont des fainéants, qu'ils ont attendu 43 ans un messie pour venir les sauver.
Non, c'est eux qui sont en train de... Ce sont de bons rêveurs. Merci. Alors, il faut dire une chose. Nous avons passé 3 décennies. 3 décennies et nous avons fait de merveilleuses choses. Vous savez aujourd'hui que, aujourd'hui, ce sont nos entreprises privées. 20. C'est eux qui mettent des impôts pour qu'on ait de l'argent. 41 000 entreprises qui aujourd'hui, qui ont été fabriquées pendant 40 ans pour que nous soyons un État stable, un État résilient et un État qui ne compte pas sur une matière première ou quoi que ce soit. Ils nous parlent du tribalisme communautaire. Ils nous disent que on va prendre les Camerounais, on va les regrouper par tribu. Et vous savez très bien. On va pas écoutez, on devra revenir. On appelle ça un droit de réponse. Non, mais Parce que voici des gens qui parlent. Alors que Voici des gens. Je ne suis pas dans la querelle. Voici des gens qui ne connaissent pas le Cameroun. Est-ce que vous connaissez les guerres? Si vous connaissez les guerres. Non, attendez. Les guerres internes. Moi, je ne suis pas dans des querelles de personnes. Ils nous disent que la lutte communautaire. C'est la fin. Vous connaissez les Arabes choix et les musulmans. C'est le moment de la rupture. Vous connaissez ce qui se passe entre les Bamoun et les ça veut dire quoi? Tu n'as pas pour un État, on va revenir. Nous allons faire... ont été retenus par le Conseil constitutionnel et même aussi le Conseil électoral. Aujourd'hui, la question a droit de citer parce que nous y allons de plein pied. Je commence par vous, à Blavi. Quand vous avez reçu justement cette liste des candidats à la présidentielle au Cameroun et vous avez en face de ceci un géant, Paul Biya. Vous commencez par moi, pourquoi? Parce que vous êtes à ma gauche. Vous avez des hommes politiques éloquents sur le plateau. Vous êtes le membre de la société civile. Je commence par moi. Ok, d'accord, allons-y. Vous étiez, disons? Alors, on a 11 candidats qui partent à l'élection et on a en face d'eux Paul Biya. C'est même qui? Qui 11 là, c'est qui? Il y a des candidats, Joshua aussi, Cabral Libi, je fais la fleur à mon très cher Gilles. Bon, pour ne citer que cela. Oui, mon candidat, même on n'a même pas écouté mon candidat dans la salle. L'enseignant. On ne l'a même pas écouté. Bon, mais heureusement que M. Anderson Lee a arrangé ce problème-là. C'était mon candidat. Bon, mais maintenant, parlons peu, parlons bien. Le candidat, excusez-moi de réfléchir un peu plus longtemps. Parce que je ne trouve pas de candidat en face. Qui va challenger qui? C'est le challenge de quoi? Est-ce que vous voyez, est-ce que nous voulons absolument, si ce n'est pas tel, ce n'est pas le Cameroun, si ce n'est pas tel, il n'y a pas élection. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Il n'y a aucune logique à ça. Lorsque je vois ça, même si je devais voter tel, je reste encore accroché au seul candidat qui a déjà eu de l'expérience. Parce que là, maintenant, ça fait peur. Ce qui se passe là dehors fait peur. Avec des menaces de mort, des menaces de ceci, des menaces de... Qui va donc challenger dans cet état de choses? Vous préférez donc, parce que l'autre a déjà montré la paix, il a montré son bien vouloir de la paix. C'est un mendiant de la paix. Donc on préfère, comme moi je préfère la paix. On a beau dire ce qu'on veut dire, je préfère la paix. Je vais donc rester cloîtré dans ma... Merci. Docteur Foster. Merci. Aujourd'hui, nous allons droit vers l'élection présidentielle, mais c'est 12 candidats qui sont en lice. Qu'est-ce qu'on se dit? D'un côté, on a quand même le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya. De l'autre côté, on a 11 autres challengers. Mais parmi, est-ce qu'on peut se dire qu'un visage peut se prononcer, ou alors on peut le nommer comme potentiel grand challenger de Paul Biya? Alors, je vais répondre, si vous en avez convenance, assez précisément à la question, en commençant peut-être par rappeler que je me suis fait connaître comme un critique assez acerbe, n'est-ce pas, du régime de M. Biya. Et mes critiques sont généralement méthodiques, scientifiques, épistémologiques, et très souvent j'illustre en citant des noms crûment. Jean Biya lui-même, fameux Dongo, Minkwaché,
Voilà, les gens de cette galaxie-là. Donc, je suis la dernière personne à pouvoir parler en bien du régime Biya. Mais je dis régime Biya parce que c'est régime, il faut mettre un adjectif pour que les gens voient un peu de quoi on parle. C'est un régime qui est très facile à renverser si les gens veulent le changement. Je constate que je suis dans un pays où les gens veulent le remplacement. Et la mécanique du remplacement, c'est-à-dire on garde exactement les rouages structurels du régime Biya, on dégage l'individu Biya, on met un autre individu comme s'il pouvait faire des miracles avec un système foncièrement défaillant. Pour dire quoi? À partir du moment où les 11 candidats sont dans la logique du remplacement et non du changement, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par égocentrisme, mais ces gens font le jeu de ce monsieur Biya qui ne pourra pas être remplacé. Son système peut être changé, mais il faut que les acteurs veuillent le changer. Or, tous les acteurs que je vois en face et en dehors de mes lunettes, il y a une acuité épistémologique. Donc, je ne sais pas si on peut expliquer ça aux téléspectateurs comme ça. Je vois ces acteurs, je vais rester poli et ne pas dire ce sont des guignols, des tintins, des plaisantins, des... Je ne vais pas le dire, je dis, c'est déjà dit. Mais je dis, ce sont des acteurs qui ne sont pas dans la logique du changement. Et pour comprendre ce que c'est que le changement, on en a parlé un peu là en début de... Les Français, à un moment, ont eu la rage du changement. Tellement ils ont eu la rage qu'ils ont regardé le roi. Ils n'ont jamais cherché à tuer le roi. Il n'y a pas de bon roi, il n'y a pas de mauvais roi. Ils ont dit, on va changer les structures françaises. Donc le roi restait là, on dépouillait ses pouvoirs. Il restait là, on arrangeait la matrice. Et la BCIS, c'était un prélat, il était à la manœuvre. Parce que l'Église a un rôle profond en jeu dans la construction des consciences. Pas dans la typification des individus. Parce que les gens d'église qui s'embrouillent un peu là maintenant, c'est qu'ils disent qu'il faut aller chez tel. Un homme d'église qui donne un nom, il n'a rien compris. C'est un toto. Comprenez ça? On ne sait même pas si c'est la théologie ou autre chose. L'église construit des consciences, des idées. Or, la BCIS a fait ça. En France, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Tiers-État. Que les Camerounais peuvent lire, mais nous n'aimons pas trop lire. Il semble que les Noirs, la lecture, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on change les règles. Et pour changer les règles, il y a eu un magnifique projet qui a été conçu par un ami, un aîné. À l'époque, j'étais à l'université de Yaoundé 2. Il s'appelle Alain Foguet. On a dit qu'on va faire la politique autrement. La construction des consciences, l'enseignement populaire. Ça a bien commencé. Et puis un savant messie est arrivé. C'est devenu la glorification de l'individu. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. C'est un individu qui doit garder le système et faire des miracles. Le peuple peut y croire, parce que le peuple, ça ne réfléchit pas beaucoup, ça applaudit à gauche et à droite, ça. Vraiment, c'est émotif. Mais pour ce qu'il y a en jeu au Cameroun, voilà un 7 ans supplémentaire gratuit qu'on est en train de donner à quelqu'un qui ne peut pas faire plus que ce qu'il a déjà fait. Pourquoi? Parce que les individus sont dans la logique du remplacement et non du changement. Le discours chrétien n'est pas nouveau. Il sera peut-être un peu porteur maintenant parce que c'est la période où les gens peuvent écouter. Mais le Cameroun a un besoin de changement. Les gens ne veulent pas changer, ils veulent remplacer. Et comme ils veulent remplacer, ils ne vont jamais s'unir. Si même ils s'unissent, là, ce sera une union de circonstances qui va voler en éclats. C'est pour ça que ce monsieur que je critique régulièrement, il va encore faire 7 ans de jour. Mais comme il est âgé, peut-être qu'en cours de 7 ans, le Seigneur va dire, bon, vraiment, viens un peu voir ici parce que tu as quand même déjà suffisamment marché là-bas. Et je le dis, j'ai mal au cœur. Donc, il n'y a aucun nom parmi les 11 là. Aucun. Ça, c'est une lecture de... Sa lecture. L'épistologue. L'épistémologue que nous avons sur le plateau. Rien à voir avec le politicien. Je pense que je vais... Politologue. Le politicien. Politicien, Ah non, le politicien. Oui, lui, il va rêvasser, il va raconter. Oui, voilà. Je pense que je vais d'abord retourner vers l'église
révérend pasteur, vous avez eu vent de ce qui se passe autour de vous et aujourd'hui le Cameroun, le 12 octobre prochain, va s'unir pour chercher à donner sa confiance à une seule personne. Alors, dans la liste, c'est 12 candidats, mais parmi les 12, il y a un qui semble être vraiment en vue. Mais on se pose donc la question, les 11 autres, est-ce qu'on peut peut-être penser que quelqu'un peut lever la tête et fixer du regard violent et, je voudrais dire, convaincant pour prendre cette place au soir du 12? Parler de 12 candidats, c'est facile, mais malheureusement, il n'y a aucun candidat. Incroyable. Et puisque comme l'Église se doit soumission aux autorités établies parce qu'elles viennent de Dieu, nous pensons que celui qui est là va continuer à rester là. Parce que lorsque le roi Saül a été rejeté pour être remplacé par David dans la Bible, c'est pas le même jour qu'il a quitté le trône. Et quelqu'un, c'était quelqu'un quand il était à l'université, il y a un des deux. Je pense qu'il a fallu un homme courageux pour s'opposer à Rome, en l'occurrence Martin Luther. Mais actuellement, nous avons des discoureurs, nous n'avons pas de politiciens. Alors, il faut que nous rentrions encore nous-mêmes dans notre conscience et que nous sachions ce que nous voulons et pourquoi nous le voulons. Sinon, on va faire une navigation inutile. D'accord. Bonsoir à vous. Il faut discipliner le monsieur du PCRN. Il a bloqué le débat. Bon, il n'a pas bloqué le débat se poursuit. Nous sommes encore ensemble. Et c'est vrai qu'il ne reste peu de temps. Les 11 autres candidats sont occupés à se challenger entre eux. Comment peuvent-ils challenger le président Paul Biya? Je suis d'accord avec l'épistémologue qui est sur le plateau. Les candidats de l'opposition veulent remplacer le président. S'ils voulaient vraiment le changement, ils se mettraient ensemble. C'est un autre docteur Ngo Elogan. Je vous passe la parole, Gilles. Quand on a déjà suivi ces trois premières réactions qui n'ont pratiquement rien à voir avec le parti d'en face, compte tenu de leur rôle et surtout des analyses placées sur le sujet, est-ce que vraiment, vous pensez que un challenger quelconque peut se lever le 12 octobre et faire basculer les choses? Je puis d'entrée de jeu vous confirmer que au soir du 12 octobre 2025, le candidat dont vous parlez ne sera plus là. Quelqu'un l'a dit une fois. Quelqu'un a dit quoi? Qu'il a perdu les élections? Ou bien qu'est-ce qu'il a dit? Non, quelqu'un a dit qu'il ne sera plus là tel jour, telle date. Et on a vu que cette personne est partie avant lui. Oh, nous ne parlons pas de la mort. Nous parlons il ne sera plus président de la République. Ah, d'accord. Vous savez, la mort est complexe. Nous n'allons pas entrer dans ça. Le révérend et puis l'épistémologue le comprennent. C'est complexe. On ne peut pas penser au jour où quelqu'un va mourir. Alors, nous sommes convaincus. OK? Et il faut comprendre que le véritable problème, c'est mettre tous au même pied. Pendant que nous, au PCN, nous défendons un programme, celui qui a été là pendant 43 devrait rendre des comptes. Mais nous ne sommes pas très habitués, particulièrement au Cameroun, à demander, toi, tu as eu mon suffrage, qu'en as-tu fait? Mais il faut comprendre que le PCN s'organise de façon convenable, les formations continuent, notre programme est connu par tous et par chacun. Particulièrement, vous verrez que ce moment de la rupture est effectivement le moment de la rupture,
Mais le progrès consiste en quoi? Le Cameroun, qui semble être un triangle, devra reconnaître son développement total du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je peux considérer comme ça. Tout à l'heure, on a évoqué les éléments liés au fédéralisme communautaire. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Et c'est pour ça que dans le document sur la rupture et le progrès, c'est mieux expliqué. Fédérer, c'est mettre ensemble. Et il est question pour nous que chacun puisse être responsable du développement de son milieu. Et c'est en développant chaque point du pays que l'ensemble pourra permettre que le pays soit développé. Voilà le fédéralisme communautaire. Donc, toutes les communautés doivent être fédérées dans leur profondeur. Parce qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est ça le sujet, Gilles? On parle des candidats qui sont à l'élection. On ne parle pas de leurs ouvrages ou alors... J'arrive. Oui. Je vous parle de la préparation. C'est une question pour vous démontrer qu'en fait, le candidat actuel qu'on pense pouvoir reprendre, non. Certainement, ce qui marche davantage, c'est parce que il faut la coalition, il faut absolument un seul candidat de l'opposition. Notre expérience en matière de veille électorale nous a révélé une chose. Si le RDPC a gagné sur 7 millions, avec 2 millions de Camerounais, il y a 5 millions qui n'ont pas voté. Le RDPC. D'accord? Et ces 5 millions, si l'opposition s'y met, d'accord? C'est parti. Tout simplement. Alors, c'est ça que je voulais expliquer. Tout simplement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, déjà dans le sein du RDPC, il y a 3 oppositions. Ah bon? Nous avons même vu avec Teller. Si ce n'était pas parce que nous respectons beaucoup la loi. Il y a l'opposition au sein du RDPC. Ben oui, vous avez vu Teller, non? Pourtant, c'est juste parce que la Cour constitutionnelle n'entre pas dans les éléments de statut des partis politiques que la double candidature du RDPC n'a pas été mise de côté. Je ne veux pas, vous avez parlé du temps, oui. Je vais pas le faire. Mais ce qui est important pour nous, c'est que actuellement, sur tout le territoire, tout est organisé. Nous avons, si je vois mon téléphone, vous allez voir qu'on vient de m'envoyer encore la liste des surveillants, des représentants dans les bureaux de vote. Tous les bureaux de vote dans 360. C'est avec ça c'est avec ça que vous allez challenger Paul Biya? Avec quoi? La présence. Mais c'est avec notre programme que vous avez refusé, que nous détaillons tout à l'heure. C'est avec notre programme et la vigilance. C'est avec notre programme, cher Bruno. Merci. Simon, voici que c'est vrai que le temps court toujours plus vite. Voici que nous sommes à quelques semaines de ce moment important. On a le candidat Paul Biya qui est là, qui semble se retourner les pouces. Si on s'en tient aux 3 premières réactions, et on a quand même suivi Gilles qui dit que de leur côté, ils sont en train de se préparer et de s'armer mûrement pour challenger Paul Biya. Est-ce que vous pensez, vous, au sein du RDPC, qu'effectivement, en face, il y a du répondant, comme on dit au quartier? Il faut dire que le précurseur même de la démocratie, c'est Paul Biya. Si aujourd'hui, il y a la pluralité des pensées politiques, le promoteur est Paul Biya. C'est pour cela qu'il dit, débattons, nous ne nous battons pas. Et vous avez très bien vu ici que si c'était une élection, on comprendrait que si Paul Biya n'est pas là, ce sera une dictature féroce. Où on dira, vous ne parlez pas. Parce qu'on a déjà parlé. Mais non, tout le monde a droit de citer. Vous n'irez plus au maquis pour dire ce que vous pensez. Nous sommes un État moderne. Sauf que certains veulent nous amener 60 ans en arrière, quand on était encore en train de bâtir une nation. Ils nous disent que ce qu'on a dépassé il y a 60 ans, le fédéralisme, doit revenir. Cette fois-là, il doit même revenir de façon plus grave encore, entre tribus. Non.
le Cameroun a dépassé cela. Le Cameroun est devenu un État un et indivisible, où tous les Camerounais doivent être chez eux partout. C'est ça, notre grande nation. C'est pour ça qu'on se hisse fièrement au cœur du golfe de Guinée. Je vous rappelle une chose. Et c'est là où je comprends qu'il n'y a que le RDPC qui comprend le peuple camerounais. En 2018, il y avait le fédéralisme. Qui était là? C'était combien? Je crois que c'était le SDF qui dirigeait cela en attendant qu'Abel Libya avait un autre programme, parce que lui change de programme tous les 7 ans. Yango. Il avait je crois que c'était au fédéralisme, ça fait 1,5%. Quand le caractère unitaire décentralisé avait 71%, Cabral Libya avait 6%, je crois bien, 6%. Alors, donc, ils ne comprennent pas le peuple camerounais. Ils veulent lui imposer quelque chose, alors que le peuple camerounais est conscient de là où il va. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, personne ne peut challenger bien en face. Pourquoi? Parce que quand on vous dit la borne positive, c'est quoi? On vous dit que bon, on quitte de là, on va aller où? Ils vous disent on va se développer comme ça là. Non! Quand bien même on aurait... Le RDPC vous dit qu'en 2035, voilà ce que nous devons être. Un nouveau pays industrialisé. Voilà là où on a commencé, en 87. Voilà ce que nous avons fait. Vous savez qu'aujourd'hui, d'abord, le Cameroun a bâti d'abord sur le plan militaire. Parce que vous ne pouvez pas vous développer si vous ne pouvez pas vous défendre. Un pays qui a une rôle autour de lui, mais qui ne soutient pas sa défense et qui continue. On n'a peur de rien, de personne. D'ailleurs, nous allons même hors de nos frontières pour maintenir la paix. Vous connaissez la RCA. C'est le plus grand, c'est la plus grande unité. C'est celle du Cameroun dans le maintien des Nations Unies. De ce côté-là, vous allez voir dans tout... nous avons fait cela. La démocratie. Vous ne pouvez pas développer si vous ne laissez pas les gens s'exprimer, si vous ne laissez pas le soin à ces personnes-là de dire ce qu'ils pensent. Parce que ce qu'ils pensent n'est pas forcément mauvais. On dit de l'antagonisme jaillit la parfaite harmonie. Parce que l'opposition doit être... Il ne doit pas avoir la pensée unique. C'est ce que Paul Biya a bâti. Pour que nous allons ensemble. C'est pour ça que ce pays se développe ensemble. Ce que l'opposition propose, nous devons pouvoir revoir parfois nos copies pour avancer. Il y a donc 3 catégories de choses qu'on propose au Cameroun. On leur dit l'alternance. L'alternance, c'est le changement à la tête de l'État. D'une personne à la tête de l'État. Pourquoi faire? Vous avez quelqu'un qui a plus de 60 ans de magistère, de haute administration, 62-2025. A dit qu'il a une expérience inégalée. Il a 43 ans. 43 ans de magistrat à la tête d'un État aussi puissant que le Cameroun. C'est-à-dire que le cœur du golfe de Guinée, la 2e région la plus riche du monde. Et je vais vous dire une chose. Le Cameroun a déjà été une fois président du Conseil de sécurité. C'était en 2002-2003. En pleine 2e guerre du Golfe. Vous êtes sans ignorer que le président Paul Biya a été le dernier président à rencontrer le président Bush. Dernièrement, jusqu'en septembre d'ailleurs, c'est nous qui dirigeons les Nations Unies avec le camarade Premier ministre Philemon Yang. Ce n'est pas n'importe quel pays. Pour diriger au Cameroun, il faut avoir une expérience avérée. Et ce qu'on vous présente, on dit à côté de l'État, j'entends les gens dire jeune, vieux, ainsi de suite, oui, à côté de l'État civil, présentez l'État de service. Vous n'allez pas nous dire que vraiment on va faire ceci. Non, c'est bien beau. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour montrer que vous pouvez faire telle ou telle chose? D'accord. C'est pour cela que la campagne électorale qui va démarrer sera justement le moment de répondre à ces questions. Oui, on va demander au RDPC qu'est-ce que vous avez fait. Et nous allons répondre. Parce que nous répondrons non pas en allant chercher les choses dans la lune, mais nous répondrons de ce que nous avons fait. C'est de ça dont il est question. Donc, nous attendons la campagne. Nous n'allons pas bousculer les choses, à présenter un programme qui est dans les livres, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons présenter les choses qui sont faites. Oui, choses faites, choses qui sont en train de se faire et choses qui sont proposées d'être faites. Dixit le vice-président, le vice-premier ministre Jean Kuité. Quand un monsieur peut dire qu'il n'y a personne qui puisse remplacer le président Paul Biya, c'est à ce niveau qu'on comprend qu'il a encore beaucoup à faire pour ce monsieur en lunettes. Moi,
Bon, nous sommes 5 en lunettes. Bon, on peut enlever la dame. Je ne sais pas de qui on parle. Que vous le voulez ou non, en octobre, on aura un autre président et vous allez goûter aux fruits du changement. C'est un message signé par Armand de Limbé. C'est lui qui a envoyé cette réaction ce soir. Merci et bonne soirée à vous, Armand. Bonsoir, monsieur Fangono. Franchement, en écoutant vos invités, nous avons pitié de notre pays lorsque les uns et les autres affirment sans raison qu'il n'y a personne pour challenger le locataire d'Etoudi. C'est vraiment malheureux. Je voudrais que vos invités respectent les sacrifices et l'effort efforts consentis par les hommes politiques dits de l'opposition. Dire qu'il n'y a personne pour invincer le régime actuel, c'est une insulte à l'intelligence de tous les Camerounais. Il y a bel et bien du répondant en face, il y a du travail qui est abattu. S'il vous plaît, respectons tous les candidats. N'est pas candidat à une élection présidentielle qui veut. Il faudrait tout simplement que les règles du jeu soient respectées. C'est bien Béni Luc qui est l'auteur de cette réaction. Vous allez même prendre la parole tout à l'heure. Conservez la réponse et vous l'aurez, vous aurez le temps de mieux détailler. Bonsoir le plateau. L'expérience est une lanterne qui est portée sur le dos et n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Ce monsieur du RDPC est pathétique. Je ne sais pas s'il parle du Cameroun ou s'il parle d'une autre chose. C'est Soufrika de Douala qui nous écrit. Bonsoir à tous sur le plateau. Dites à la dame et au monsieur du RDPC que s'ils mangent leur ventre ne représente pas le Cameroun. Prendre la parole du prélat au premier degré, c'est être d'une mauvaise foi. Le diable qu'il évoque voudrait dire que n'importe qui peut prendre le pouvoir et on verra la suite. En plus, Moïse, qui représente la religion dans la Bible, parlait au pharaon qui abusait de son peuple. La sortie du prélat est la manifestation d'un citoyen désespéré. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent vous proposer un monsieur de 92 ans. Vraiment, 92 ans, c'est qui? Si tel est votre choix, que le Seigneur dirige la vie de vos enfants comme le Cameroun. MC René Emmanuel, single depuis Saint-Mélima. Bonsoir à vous, René. C'est Francis aussi qui nous écrit qu'il s'agissait du tribalisme communautaire du PCRN qui se vend à 10 000 francs ou du génocide communautaire du RDPC. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Il n'y a rien dans ça. Le PCRN, le PURS, le PAL, le SDF sont tous des partis satellites du RDPC. La seule alternative crédible est le peuple qui attend son mot d'ordre de vote venant de son leader. Malheureusement, qui est à la maison, Maurice Kamto. C'est Francis Toussaint qui a envoyé ce message. Révérend pasteur, c'est vrai, je vous le dis, et ça, je voudrais qu'on le respecte, qu'il nous reste 7 minutes seulement. Pour les 7 minutes, vous êtes 5, chacun aura donc 1 minute 20 secondes. Alors, on commence par vous. Est-ce que aujourd'hui, vous avez dit que vous ne voyez personne parce que après tout ce qui se dit autour et ce qui est fait par C11 face à Paul Biya, qui lui quand même, après son temps passé, peut présenter une fiche valable. Mais si un temps soit peu au sein de l'opposition, on se dit, bon, unissons nos forces et puis mettons-elles au devant de la scène. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut continuer à dire qu'il ne peut pas avoir de challenger face à Paul Biya? Bon, je crois que j'ai vu un film dans mon enfance qui était intitulé La lutte d'un ingrat. C'était un père qui a enseigné la lutte à son fils, qui à son tour a organisé une compétition de lutte pour mettre la nuque de son père à même le sol. Après moult combats, son père a fini par mettre sa nuque à lui au sol et lui dit: je t'ai tout montré, mais j'ai un secret que je ne t'ai jamais montré. Pour dire tout ce qui gravite là autour, nous connaissons la finalité. Nous connaissons. Donc moi je pense que si l'opposition au Cameroun était sérieuse,
elle se choisirait au maxi 3 candidats. Aller à 12, ce n'est plus sérieux. Alors je pense qu'il vaut mieux rester dans la prière et que le bon Dieu nous exauce. Merci. Ablavi, maintenant, vous avez l'occasion de répondre aux téléspectateurs, mais aussi de nous dire, parce que là, c'est aussi un pan qui peut rester caché par l'opposition, mais qui, demain, peut surprendre certains, si celle-ci se met ensemble. Et puis, on vous sort un nom parmi les 11 qui, ma foi, sont quand même des candidats crédibles. Si déjà le CNC a validé, le Conseil électoral également, et au sein de ces partis politiques, il y a quand même aussi des hommes valables qui peuvent se réunir et dire, portons notre projet, et puis avançons, challengeons le président actuel, et puis nous allons ouvrir les portes d'étudier. On ne peut pas challenger un challenger. Pour commencer, je voudrais répondre aux téléspectateurs de tout à l'heure qui parlaient de... Vous savez, la vie est une succession de choix. Et puis lorsqu'il sera sur ce plateau, lui, quand il aura l'occasion de se placer sur ce plateau, il va dire ce qu'il veut. Mais qu'il souffre déjà de nous écouter. C'est ça. Parce que c'est nous qui sommes là aujourd'hui. C'est notre heure de gloire, si je peux dire ainsi. Donc il souffre de nous écouter et d'avoir ses avis. Parce que ça, c'est notre avis. Il s'agit de ce que nous pensons, nous. Donc nous ne sommes pas en train de généraliser. Donc maintenant, lorsqu'on lui donnera la parole, il pourra dire ce qu'il veut. Mais maintenant... C'est l'activité du programme. Il peut donner son avis. Voilà, il peut donner son avis et puis on va lire ça. On va le faire savoir. Voilà. Bon, le schisme qui existe dans le parti politique auquel moi j'ai appartenu, oui, j'ai appartenu parce que j'ai été pratiquante de la politique. J'ai été quoi, secrétaire de section à une époque, secrétaire de section. Vous parlez de quel parti? Le parti politique RDPC. RDPC. Donc le schisme qui existe actuellement dans le parti, le schisme qui secoue le parti actuellement, c'est parce que, oui, c'est vrai que les gens en ont marre, parce qu'on se dit, on veut aussi, il faut au moins qu'on ait un débat et qu'on ait une animation politique au sein du parti. Ça se dit au sein du RDPC? Au sein du RDPC. Okay. Donc quand on parle de Léon Teller, qui, oui, il est jeune, il est ambitieux, et il n'est pas interdit d'être ambitieux. La preuve, on l'a laissé faire tout ce qu'il fait, il est libre de ses mouvements, non? On ne l'a pas arrêté. Il est libre. Donc pourquoi est-ce qu'on pense qu'on veut enfermer les gens dans un... Non, il faut que les gens comprennent que si nous faisons des propositions pour demain, c'est parce que nous voulons terminer, achever le travail que nous avions commencé hier. Tout simplement. D'accord. Bonsoir à vous. Il raconte quoi, ce représentant du RDPC, quand on sait qu'on ne puisse pas dormir tranquillement chez soi, des guerres partout et partout, c'est même quelle histoire. Il faut que ça change. Bon, c'est tout ce qu'il a eu à dire. Gilles. Oui. C'est 1 minute 20 secondes. Oui. Ce que nous voulons dire, le PCN se prépare fortement. Une brigade pour la vigilance électorale est créée, qui recrute tout le monde, tout le peuple désireux de une question simple. Est-ce qu'au sein de l'opposition, vous n'avez pas un seul instant songé à être ensemble avec tout le monde et puis désigner quelqu'un qui peut vraiment porter le fanion? Vous avez dit au sein de l'opposition. Oui. C'est déjà oui. La main posée sur le cœur. Les choses se passent. Les choses se passent. Le 12 octobre, on saura. OK? D'accord. Mais le dernier que j'allais dire avant que... Vous voyez, pour arriver ici, j'ai dû emprunter une moto du carrefour Iptek. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, Iptek à ici, à Efoulan. Nous avons mis 45 minutes. Parce que tout Yaoundé est en chantier. Parce que les élections... Alors, vous voyez, c'est pour dire en fait, nous nous préparons. Merci. Nous sommes prêts. Et même si c'était demain, vous êtes prêts. Simon? Oui, je voudrais d'abord... Il a grignoté vos 20 secondes. Je voudrais d'abord rappeler à ma chère camarade qu'il n'y a pas de schisme. Ancien camarade. Au sein du RDPC, on est camarades, on partage une même idéologie, le développement du Cameroun. Donc il n'y a pas de schisme. Les règles sont tellement claires que nous savons comment nous évoluons. Quand nous avons fait
le sommet politique en 2021, un certain nombre de choses ont été clarifiées, actualisées et autres, le renouvellement des organes de base et autres. Je crois que le RDPC est l'un des rares partis politiques qui a toujours été très attaché à ses statuts. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de problème à pouvoir... Mais nous avons vu des dichotomies. Non, je Docteur Foster, non, c'est pour les avec Onana. Onana n'avait pas quoi, il n'avait pas de on appelle ça comment, d'investiture. Merci. Parce qu'en réalité, merci, Simon. Le RDPC, article 23, alinéa 5, c'est le comité central que je veux dire, qui mais en réalité, il faut qu'on soit Simon. Faustin ne va pas me refuser 10 secondes. C'est pas problème de réalisation. Je voudrais dire que je fais mien les propos du pasteur qui était né. C'est donc bon. En réalité, la lutte, ce qu'il a dit. La lutte, nous sommes au courant de la lutte, la lutte des ingrats. La lutte des ingrats, ça veut dire quoi? Non, Simon. Ça veut dire que nier le fait que moi je veux vous dire merci d'avoir accepté être ici aujourd'hui. Merci à vous, Simon. Merci à vous, Gilles. Merci à vous, à la vie. Merci, révérend pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Malheureusement, le temps, il est précieux à Info TV et surtout le Grand Soir veut se retirer pour cette semaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition. Je vous laisse en compagnie des programmes qui se poursuivent. N'oubliez pas l'émission À vous la parole présentée par Stéphane Mbarga. Comme invité, c'est professeur Baïbek. Bonne soirée et bon week-end à tous.